je vais revenir sur la question des origines du christianisme. Il y a un malentendu plus ou moins délibéré. Alors, je vais prendre des exemples qui ne vont peut-être pas plaire à tout le monde, mais qui sont très parlants. Par exemple, la Société protectrice des animaux. Est-ce qu'elle est dirigée par des animaux? Évidemment que non. Donc, c'est pas parce que quelqu'un fait partie de la SPA qu'il est un animal. Et que, alors on va dire, ah oui, mais alors, voyez-vous, puisqu'il y a des hommes, des gens qui font partie de la SPA, ça montre bien que la SPA a été créée pour les hommes. Un autre exemple, parmi les féministes, il y a des hommes. Ces féministes, ces hommes féministes, ne sont pas des femmes. Mais le mouvement féministe est quand même fait pour les femmes. Pour le christianisme, c'est pareil. Il y a bien évidemment des juifs qui, pour des raisons diverses, ont souhaité que le sort des esclaves des juifs soit amélioré, qu'une certaine forme d'égalité de droit leur soit accordée, en tout cas ils ont pu le souhaiter. De la même façon qu'il peut y avoir des socialistes qui n'ont absolument pas dans le besoin et qui militent pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Donc on fait un amalgame assez étrange, qui est intéressant. On ne prend pas compte de la verticalité. Hein. La verticalité, ça consiste à s'intéresser à ce qui est en dessous, ou au-dessus d'ailleurs, même si on n'appartient pas au même groupe que ceux auxquels on se réfère. Donc, que saint Paul, qui était juif, sous le nom de Saül de Tarse, ait choisi le christianisme, ne signifie en aucune façon que le christianisme était fait pour les juifs. Il a été fait par les juifs éventuellement, mais pas pour les juifs. Donc quand je dis que le christianisme est une religion pour les esclaves, mais pas forcément par les esclaves. Et on fait un amalgame en disant ce sont les juifs qui se sont convertis au christianisme. C'est une façon de parler. C'est tout à fait inacceptable comme façon de parler. Bon, donc ça c'est un premier point. Alors je viens maintenant sur le deuxième point, qui est le problème de l'antisionisme, le sionisme. Parce que voilà, c'est un débat sur le judaïsme. Voilà, alors il y a un débat pour savoir si l'antisionisme doit être assimilé juridiquement à l'antisémitisme. Être antisioniste, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, par exemple, quelque part, j'ai émis des doutes sur le fait que le sionisme puisse être la solution de la question juive. Je publie un ouvrage d'ailleurs en 2002, donc ça fait 17 ans, le sionisme et ses avatars au tournant du XXe siècle. On trouve sur Internet, en PDF, où je parle de l'état juif de Herzl et aussi des protocoles des sages de Sion. Dans la foulée. Pourquoi le sionisme n'est pas la solution du problème juif? Je voudrais d'abord préciser que Herzl n'est pas le fondateur du mouvement sionisme, ni du sionisme. J'ai montré dans des études qu'il avait rejoint le mouvement sioniste, qu'il l'avait incarné, si on veut, c'est-à-dire qu'il avait, par exemple, en 1997, Herzl rejoint le mouvement sioniste de Vienne, je crois. Et il y avait un congrès à Bâle qui était déjà prévu de longue date. Enfin, un congrès qui était prévu de longue date. Et, bon, bien entendu, il va participer à la préparation de ce congrès et il va jouer un rôle important dans ce congrès. Mais c'est un détail, mais c'est pour montrer qu'il faut quand même être assez rigoureux sur le plan historique. Il n'est pas le fondateur du sionisme. Par contre, il est l'auteur de cet ouvrage qui était paru juste avant, enfin, en 1996,
l'État juif, alors on dit l'État juif, c'est le nom qu'il a en français, Judenstaat en allemand, et en sous-titre, la solution moderne, pour une solution moderne de la question juive, etc. Justement, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est une solution? C'est-à-dire que le mot solution qui est employé ici, Lösung, a été repris par Hitler, on appelle la solution finale. Donc c'est une formule qui est un petit peu compliquée, la solution. Enfin, voilà. En tout cas, on propose que ce soit une solution. Moi, je dis que ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution parce que le fait de rassembler tous les juifs, non, c'est pas ce que dit d'ailleurs Herzl au départ, hein, mais maintenant, le néo-sionisme dit un peu ça, rassembler les juifs en Israël, c'est pas la bonne solution parce que les juifs ont une vocation à rayonner, à essaimer dans le monde, à dynamiser le monde, et on ne peut le faire que sur place, c'est-à-dire dans chaque pays. Hein. Quelqu'un qui n'est pas français peut difficilement apporter sa contribution à la France, au niveau culturel, historique, etc. Et puis de toute façon, même sans d'autres chats, quand on est quelque part, on participe à l'activité intellectuelle locale. Et un Israélien ne va pas participer à la vie intellectuelle en France, en Angleterre, en Allemagne, parce qu'il n'en fait pas partie, il n'est pas concerné, il n'est pas sur place. Donc là, il y a un repli, un retrait, qui peut se comprendre à certains moments, mais qui doit être purement cyclique. Bon, admettons qu'à un certain moment, la situation devient intenable. Bon, à ce moment-là, effectivement, il peut être souhaitable de se réfugier, puisque c'est le mot utilisé par Herzl et par Nordau, son collègue. Peut-être que ça peut être un moment de refuge, d'asile, comme ils disent eux-mêmes. Ce sont des mots qu'ils emploient. Mais en aucun cas, c'est la solution. C'est une solution d'urgence, mais ce n'est pas la solution à long terme. Ce n'est pas ce qui fait sens pour la présence juive dans le monde, sûrement pas. Voilà. Donc, je suis antisioniste sur le plan doctrinal, si vous voulez. Maintenant, concernant l'État d'Israël, je n'ai pas de jugement à porter sur son gouvernement et sur sa position, etc. Mais, donc là encore, comme pour l'antisémitisme, il y a différentes façons d'être antisioniste, il y a différentes façons d'être antisémite, et on peut l'être même quand on est juif, parce qu'il y a des parce que être antisémite, c'est quoi? Alors, si être antisémite, c'est exprimer une hostilité à l'égard des juifs. Alors, effectivement, c'est plus limitatif. Mais on peut tenir un discours qui ne se comprend pas, qui ne se présente pas, qui ne se ressent pas par celui qui le tient comme antisémite, et qui ne l'est pas moins, pour autant. C'est pour ça que je dis, il y a des juifs qui, quand ils disent, par exemple, que tous les juifs sont des gens comme les autres, moi j'appelle ça l'antisémitisme. Même si ils n'ont pas la volonté de nuire aux juifs. Et inversement, il peut y avoir des antisémites qui insistent sur la différence entre les juifs et les non-juifs, et qui pensent quelque part être une sorte d'hostilité aux juifs, mais en réalité, ils ne le sont pas tant que cela, parce que le fait de reconnaître la différence entre juifs et non-juifs peut être considéré comme une chose positive. Voilà, donc faisons attention quand même.